Enterrée sous les collines ondulantes du Canada rural, à seulement quelques minutes de Toronto, se trouve l'une des merveilles les plus étranges et les plus secrètes du monde, Lac Tout. Ce vaste bunker souterrain, construit à partir d'anciens autobus scolaires, de béton et d'une détermination farouche, est l'œuvre de Bruce Beach, un homme dont la vision excentrique a fasciné les survivalistes, exaspéré les autorités, et marqué à jamais un coin tranquille de l'Ontario. Qui était Bruce Beach, et qu'est-ce qui l'a poussé à consacrer plus de 40 ans à cette entreprise aussi controversée qu'ambitieuse? Né au Kansas au début du XXe siècle, Bruce a grandi dans le tumulte de la guerre du Vietnam et sous l'ombre nucléaire de la guerre froide. Ces événements ont nourri chez lui une profonde inquiétude qui allait orienter le reste de sa vie. À la fin des années 1970, Bruce et sa femme Jean se sont installés dans le village natal de cette dernière, Origny, un village canadien paisible niché parmi les Grands Lacs. Son isolement et sa beauté naturelle offraient un certain apaisement, mais Bruce ne parvenait pas à se débarrasser de l'angoisse d'une catastrophe nucléaire imminente entre les États-Unis et la Russie. Au lieu d'attendre passivement l'inévitable, il décida d'agir. Au début des années 1980, Bruce élabora un plan audacieux, Lac Tout, un abri fortifié capable de résister à une explosion nucléaire et de soutenir des centaines de survivants. Ce qui avait commencé comme une mission personnelle se transforma rapidement en l'un des plus grands complexes souterrains privés jamais construits en Amérique du Nord, un véritable témoignage d'ingéniosité et de paranoïa. Son idée reposait sur un matériau pour le moins insolite, des autobus scolaires usagés. Peu coûteux, ils offraient aussi des avantages structurels, des intérieurs spacieux et des toits renforcés en acier, conçus à l'origine pour la sécurité des enfants, et assez solides pour supporter des couches de terre et de béton. Bruce commença à en accumuler, finissant par en rassembler des dizaines, qu'il rangea en grilles serrées sur son terrain. Au milieu des années 1980, avec l'aide de nombreux bénévoles, il commença à découper et souder les autobus pour créer un réseau de couloirs, de pièces et d'espaces de stockage. Il scellèrent la structure hermétiquement, puis la recouvrirent d'une épaisse couche de béton, ensevelissant les bus comme des fossiles dans l'ambre. Enfin, l'ensemble fut enterré sous plusieurs mètres de terre, devenant totalement invisible depuis la surface. Une fois achevé, Lac Tout s'étendait sur des milliers de mètres carrés et pouvait accueillir plusieurs centaines de personnes. Bien qu'il ne fût pas ingénieur, Bruce prit les choses au sérieux. Il consulta même le concepteur du métro de Toronto, qui examina les plans, proposa des ajustements et valida la solidité de la structure. Ce que certains prenaient pour de la folie était, en réalité, un projet soigneusement réfléchi et exécuté avec méthode. Mais construire Lac Tout n'était que la moitié du défi. La maintenir fonctionnelle et légale s'avéra tout aussi complexe. Lac Tout n'était pas simplement un bunker, c'était un véritable écosystème autonome. Il abritait des générateurs diesel avec suffisamment de carburant pour durer plusieurs mois, un puits privé pour l'eau potable, et un système de plomberie relié à une fosse septique industrielle. 2 cuisines industrielles, l'une pour la préparation des repas, l'autre pour le nettoyage, étaient prévues pour nourrir des centaines de personnes. Une chambre de décontamination équipée de douches et d'éviers en acier inoxydable permettait d'éviter la propagation des maladies, tandis qu'un centre radio reliait les survivants au monde extérieur. Le complexe comportait également des salles de classe, une bibliothèque, une nurserie, et même une morgue, pour répondre à tous les aspects de la vie et de la mort sous terre. L'espace étant extrêmement limité, Bruce décida de séparer les dortoirs par genre, séparant même les familles afin d'optimiser la capacité d'accueil et d'augmenter les chances de survie du plus grand nombre. Il justifiait cela comme un sacrifice nécessaire, bien qu'il adoucisse l'austérité avec des aires de jeu et des jeux d'échecs pour les enfants, réfléchissant à sa croyance en l'éducation même au milieu de la crise. Stocker de la nourriture pour des centaines de personnes représentait un défi constant. Les conserves pourrissaient avec le temps, obligeant Bruce à jeter et remplacer des tonnes de provisions. Pourtant, il voyait Lac Tout comme plus qu'un simple refuge, c'était un plan pour reconstruire la société. Les aides de Bruce n'étaient pas seulement des ouvriers, ils étaient des parties prenantes. Les volontaires qui contribuaient à la construction ou à l'entretien gagnaient une place dans le refuge, une promesse qui attirait à la fois des survivalistes et les habitants locaux. Entrer dans Lac Tout n'était pas une tâche simple. Une porte rouillée, le seul indice visible du complexe, cachait un générateur et une descente abrupte dans le labyrinthe. L'accès nécessitait une approbation préalable, une précaution ancrée dans la planification méticuleuse de Bruce. C'était une vision polarisante pour la communauté internationale des « preppers », ceux qui stockent des ressources pour des catastrophes inévitables. Lac Tout était une anomalie stupéfiante.
La plupart des preppers entassaient des rations dans des sous-sols. Bruce construisit une ville souterraine. Pourtant, il se distançait de cette étiquette, voyant son travail comme altruiste plutôt que comme un acte égoïste. Ancien opérateur radio de l'US Air Force et enseignant en informatique, il fonda SAF America for Everyone, un mouvement accueillant toute personne prête à se préparer, quel que soit son parcours. Sa newsletter, lue par des milliers de personnes, prêchait l'inclusivité et la résilience. Tout le monde n'admirait pas ses efforts. Les autorités ontariennes ont qualifié HAC2 de danger public, citant son absence de permis et le qualifiant de risque d'incendie. Les pompiers l'ont fermé à plusieurs reprises, et les responsables ont dépensé beaucoup pour contrer les rassemblements de Bruce. Il écartait leur intervention comme des distractions mesquines, convaincu qu'il ne comprenait pas sa mission. Pour Bruce, HAC2 n'était pas un coup médiatique, c'était une bouée de sauvetage humanitaire. Ses prédictions alimentaient son urgence. Bruce croyait qu'une guerre nucléaire éclaterait avec le Pakistan bombardant l'Inde, une étincelle qui enflammerait le monde. Ses calendriers changeaient, parfois à des décennies, parfois imminents, mais son pessimisme ne fléchissait jamais. Il voyait les catastrophes comme des occasions de forger un monde meilleur, incitant les autres à le rejoindre avant qu'il ne soit trop tard. Sous terre, Bruce Beach est décédé dans ces dernières années, laissant l'avenir d'HAC2 incertain. Sa femme Jean et leurs enfants luttent désormais avec son entretien et son objectif. Le refuge existe toujours, un géant silencieux sous Horninges Mills, maintenu par un groupe de volontaires de plus en plus réduit. Sa newsletter perdure sous la direction d'Antonia La, gardant sa voix vivante pour un public de niche mais dévoué. HAC2 était-il un triomphe de la prévoyance ou un HAC2 incarne cette dualité, une préparation sombre associée à un optimisme obstiné. Alors que le monde traverse de nouvelles crises, ces bus enterrés murmurent un défi, allons-nous attendre El Fallout ou construire nos propres arcs? Pour certains membres de la nouvelle génération, HAC2 est un appel à revisiter nos priorités. Face aux bouleversements climatiques, aux tensions géopolitiques et à l'instabilité économique, l'idée de se préparer collectivement redevient pertinente. Des jeunes curieux commencent à redécouvrir le projet de Bruce, non pas comme un bunker paranoïaque, mais comme un laboratoire d'idées sur la résilience, l'autosuffisance et la coopération humaine dans l'adversité. Des discussions émergent sur l'adaptation de son modèle aux défis du XXIe siècle. Il y a également un aspect patrimonial que certains souhaitent préserver. Des historiens locaux, des enseignants et même des artistes voient en HAC2 une œuvre vivante, mêlant technologie, utopie et mémoire sociale. Des propositions naissent pour en faire un centre éducatif souterrain ou un musée interactif sur la survie, la paix et les erreurs du passé. Mais les moyens financiers manquent, et sans une volonté commune, le site pourrait lentement s'effacer dans l'oubli. Enfin, au-delà du béton, des tunnels et des bus enfouis, HAC2 est surtout une idée. Celle qu'un simple citoyen, avec détermination et foi en l'humanité, peut bâtir quelque chose de grand, même face à l'indifférence ou au ridicule. Que l'on partage ou non ses convictions, Bruce Beach a laissé une trace durable. Son abri est peut-être silencieux aujourd'hui, mais son message résonne encore. Se préparer n'est pas céder à la peur, c'est choisir de croire en un lendemain possible.